Ah, le bonheur! On connaît tous cette sensation si agréable qui nous donne des ailes. Il y a les grands et les petits bonheurs, ceux desquels on se réjouit et ceux qui nous tombent dessus sans crier gare. Chacun a sa propre recette pour être heureux, à tel point qu'il est bien difficile d'en donner une définition universelle. Mais comme le bonheur est indispensable à notre bien-être, les scientifiques l'auscultent et le mesurent de très près. Ce qu'ils ont découvert, eh bien, c'est que nous ne sommes pas très doués pour imaginer ce qui pourrait nous rendre vraiment heureux dans 20 ou 30 ans. Et plus surprenant encore, dans les 5 minutes qui suivent. La preuve avec une expérience que nous avons réalisée dans les rues de Fribourg. Moi, j'aimerais quand même les réponses, je pense. Vous aimeriez plutôt les réponses et vous aussi maintenant vous changez d'avis, vous voulez plutôt les réponses. Pourquoi? Parce que c'est intéressant de voir si j'ai eu un bout de culture suisse ou pas. On se demandera également quel crédit on peut accorder au dicton « l'argent ne fait pas le bonheur ». Nous avons questionné les scientifiques, mais aussi un millionnaire autrichien. Nous verrons également qu'avoir l'embarras du choix n'est pas forcément synonyme de bonheur. Des chercheurs ont démontré que plus on a le choix, moins on est heureux. Nous l'avons testé avec des étudiants lausannois. Je vais choisir celle-ci. Donc moi, je préfère celle-ci. Dans la vie, on fait tous les jours des choix et parfois des choix qui vont avoir une influence tout au long de la vie. Ça peut être des choix de carrière, ça peut être des choix avec qui on veut passer une partie de notre vie, ça peut être les choix des amis qu'on fait. Et si on passe notre temps à regretter les personnes qu'on n'a pas choisies, les carrières qu'on n'a pas choisies, les orientations qu'on n'a pas faites, ça peut nous pourrir toute la vie. Autre découverte surprenante de la science, le bonheur c'est aussi une question génétique. Il existe un gène qui nous rend plutôt optimistes ou plutôt pessimistes. Les personnes qui sont porteuses d'un gène court ont une vision sensiblement différente du monde que celles qui sont porteuses d'un gène long. Bonsoir. Le bonheur intéresse beaucoup les scientifiques qui ont même trouvé un moyen de le mesurer. Toutes sortes de méthodes existent. Je me suis prêté au jeu de l'une d'entre elles. Pendant un mois, j'ai reçu des alertes sur mon téléphone portable. J'ai dû 3 fois par jour répondre à des questions sur mon état de bien-être au moment de ces alertes. Résultat, mon niveau de bonheur sur une échelle de 1 à 10 se situe aux alentours de 8. Plutôt heureux donc, mais méfions-nous des apparences. Les gens les plus heureux ne sont pas forcément ce qu'on croit. Régis Décimo est un Valaisan bien dans sa peau. Il est du genre à profiter pleinement de chaque instant de bonheur que la vie lui réserve. Aujourd'hui, il est en chaise roulante, mais ça n'a pas toujours été le cas. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau vous situez votre bonheur? Avant mon accident, à 26 ans. À 26 ans, j'aurais mis une échelle... je pense, j'étais bien dans mes baskets, j'avais un super job. 7 ou 8, je pense. Et aujourd'hui? 7 ou 8, 8. Un peu la sauce. Merci. Je t'ai mis, Louise. Merci. Régis aimait la nature et les sorties avec les copains. Il avait 2 passions, la musique et le parapente. À 26 ans, un beau jour d'été, il est victime d'un grave accident qui va faire basculer son existence. Je suis parti. Le vol, ça se passe toujours bien. Et c'est au moment du dernier virage où j'ai entrepris vraiment la manœuvre, c'est que j'ai senti qu'il allait me manquer de la distance sous les pieds pour pouvoir faire la volta et atterrir proprement. Et c'est effectivement, il m'a manqué 4 à 5 mètres, ce qui fait que je suis arrivé en pleine vitesse d'approche, c'est environ 60 km/h, et je suis arrivé sur les fessiers. Et ma colonne vertébrale a fait un grand crack. J'ai fait quelques culbutes. Je me suis retrouvé
sereinement dans l'herbe, la tête qui était vraiment dans l'herbe verte. J'avais cette odeur d'herbe fraîche, mais j'arrivais pas à me redresser. Donc je me suis appuyé avec mes bras pour me redresser, je me suis mis en position assise. J'avais les jambes tendues et c'est là que j'ai vu que pour me redresser avec mes mains, je m'étais appuyé sur mes jambes. Mais je ne sentais plus mes jambes. Aujourd'hui, Régis est marié, papa de jumelles. À l'écouter, son niveau de bonheur avant et après l'accident n'a pas bougé d'un iota. Un statu quo qu'il n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Je m'étais fait une fois la réflexion. Si je m'étais retrouvé un jour en chaise roulante, je ne pense pas que j'aurais réussi à continuer à vivre. Je me disais, comme tout le monde, ah non, mais moi, si je me retrouve en chaise roulante, je me fous en l'air. Je me tire une cartouche, je me mets une balle, je mange un morceau de méta, je sais pas, quelque chose, mais je mets fin à mes jours. C'est là qu'on voit la faculté d'adaptation de l'être humain. C'est hallucinant parce que ça fait 17 ans que je suis en chaise. Et je me contente tous les jours de simplement être avec ma famille, c'est d'être vivant et en pleine santé, en bonne santé. Mis à part le fait que j'ai une paraplégie, d'être en santé, c'est du bonheur. Aujourd'hui, la science a prouvé que nous avons tous une ligne de base de bonheur, c'est-à-dire un seuil sur lequel nous allons revenir, quels que soient les événements de vie que nous traversons. On estime, par exemple, que pour la plupart des événements de vie qui ne sont pas dramatiques, au-delà de 3 mois, nous revenons à notre niveau de base de bonheur et que donc ils n'ont plus aucune influence sur nous. Par exemple ? Alors, par exemple, vous allez acheter une nouvelle maison, emménager dans une nouvelle maison. Et clairement, ça va bouleverser votre vie, ça va certainement vous amener des joies au départ. Et après 3 mois, on se rend compte que ça n'a plus aucune importance. Ça marche aussi avec les promotions au travail, ça marche avec les accidents de la route. L'être humain a une capacité d'adaptation absolument monstrueuse, une capacité de résilience étonnante qui va l'amener à rebondir en cas de situation négative et à retourner rapidement, plus ou moins rapidement, à sa ligne de base. De toute évidence, sur l'échelle du bonheur, le niveau de base de Régis est plutôt élevé. Son caractère joyeux et positif, il l'a depuis toujours. J'avais 26 ans quand j'ai mon accident. Dans ma famille, on a tendance à devenir nonagénaire très facilement, donc je me suis dit, s'il me reste environ une 60aine d'années à tirer, je vais les faire bien. Je pense que c'est un état d'esprit, il faut être bien dans sa tête. Il y a plein de choses que je ne peux plus faire. J'ai fait le deuil entre guillemets, de plein de choses. De marcher déjà, mais marcher, c'est relatif. Je veux dire, avec un fauteuil roulant maintenant, il y a des moyens mécaniques, des moyens électriques de pouvoir aller se balader. Je fais régulièrement la journée les balades avec mes filles. Je les prends avec moi en balade. On peut aller en balade avec des moyens mécaniques. Effectivement, on ne peut plus faire de la varap, on ne peut plus faire de la haute montagne, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Grimper des escaliers au pas de course, prendre un train en marche, voilà, ça ne fonctionne plus. Mais si on se limite à ces choses-là, oui, ça va être difficile la vie. Par contre, je crois qu'il y a des belles choses. Il y a surtout des gens qui sont piétons, qui sont en pleine forme, qu'on croit être en pleine forme physiquement, et qui ont probablement beaucoup plus de problèmes que certaines personnes qui sont paraplégiques, qui se déplacent en fauteuil roulant et qui sont épanouies. Régis a réussi à surmonter l'adversité. Il n'est pas le seul à réagir ainsi. À vrai dire, l'impact que peut avoir un événement majeur dans une vie est bien moins important que ce que l'on croit. C'est ce que démontre une recherche menée à l'université de Harvard portant sur des gagnants à la loterie et un groupe de paraplégiques. Les résultats sont étonnants. 1 an seulement après avoir gagné le gros lot ou perdu l'usage de leurs jambes, les 2 groupes de participants se sont déclarés aussi heureux les uns que les autres. Comment se fait-il alors que nous ayons tant de peine à anticiper les conséquences qu'un événement majeur aura sur notre bonheur futur ? L'être humain a une capacité unique à s'imaginer, à simuler une expérience avant même de la vivre. Et c'est justement cette aptitude qui peut parfois nous jouer de mauvais tours.
On va imaginer un événement particulier. Vous allez imaginer votre nouvelle maison, vous avez imaginé vos vacances, une visite chez le dentiste. Et vous allez vous focaliser sur un élément en particulier. Dans le cas des vacances, vous allez imaginer être sur la plage et siroter un cocktail. Mais vous n'allez pas imaginer tous les autres éléments, ce serait impossible, qui vont pourtant jouer sur vos émotions. Par exemple, les moustiques. Vous n'allez pas imaginer peut-être le bruit des constructions dans lequel vous résiderez. Vous n'allez pas imaginer le type de fil que vous allez devoir faire à l'aéroport, ce genre de choses. Et il n'y a pas que ça. Nous avons un autre gros défaut, nous les humains. Lorsque nous pensons à notre bonheur à venir, nous sommes incapables de voir le futur autrement qu'avec des lunettes du présent. Quand on demande aux gens quelles sont leurs préférences, qu'est-ce qui les rend heureux, ce qu'ils aiment faire, par exemple ça peut être faire du sport, voir des amis, etc. Mais les gens vont avoir tendance à prédire que ce type d'activité qui les rend heureux les rendrait heureux toute leur vie. Et or, ce qu'on se rend compte dans les recherches, c'est assez amusant, c'est que plus on vieillit et plus on aime les activités routinières et peut-être voir seulement un nombre limité de personnes. Et donc, il y a vraiment cette incapacité à prendre en compte le fait qu'on évolue, le fait qu'on ne sera pas le même demain. Et fatalement, ça nous amène à faire des choix qui ne sont pas optimaux pour notre bonheur. En effet, rassasié juste après un bon repas, on est sûr que le lendemain, on se contentera d'une salade et d'un verre d'eau. Eh bien, on se trompe. On sait tous aussi combien il est difficile de composer sa valise en hiver lorsqu'on va en vacances sous les tropiques. Gros pull ou bikini? On est prêt à dépenser beaucoup pour un beau tatouage qu'on va aimer toute la vie et ensuite débourser encore plus d'argent pour effacer ce même tatouage que désormais on n'aime plus. On imagine bien que c'est compliqué de savoir quelle va être la clé de notre bonheur dans 10 ou 20 ans. Une expérience de psychologie sociale montre même qu'on est tout aussi mauvais pour prédire ce qui va nous faire plaisir dans 5 minutes. Nous l'avons reproduite dans les rues de Fribourg. Sous prétexte d'un petit quiz portant sur la géographie suisse, on interpelle les passants. On leur demande de prévoir ce qui les rendrait heureux après s'être prêtés au jeu. Le plaisir de croquer dans une bonne plaque de chocolat ou la satisfaction intellectuelle d'obtenir les réponses aux questions. Une plaque de chocolat. Moi aussi. Une plaque de chocolat. Je vais prendre le chocolat. Plutôt le chocolat, d'accord. Je préfère avoir du chocolat alors. Plutôt du chocolat. Ouais. Reste à vérifier si ce choix de départ sera confirmé à la fin du questionnaire. Bon, d'accord. Alors, on y va. Quels sont les pays avec lesquels la Suisse partage une frontière? L'Allemagne, l'Autriche, l'Italie. Et le Liechtenstein. Le Cervin est le plus haut sommet de Suisse. Vrai ou faux? Faux. C'est le plus gros sommet de Suisse, ouais. Faux. Faux. C'est la pointe du four. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Après avoir répondu aux questions, les passants seront-ils toujours intéressés par le chocolat ou préféreront-ils obtenir les bonnes réponses? Je préfère les réponses. Moi, je prends les réponses. Toi, tu prends les réponses. Pourquoi vous avez changé d'avis? Parce que vous vouliez le chocolat à la base. Oui, parce que ça m'intéresse maintenant. Parce que je savais pas tout. Les gens, au départ, quand on leur demande s'ils préfèrent une récompense matérielle, du chocolat, ou une récompense intellectuelle, recevoir les réponses au questionnaire, majoritairement préfèrent le chocolat parce qu'ils sont à froid, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils sont dans un état normal, leur curiosité n'est pas piquée par le jeu. Mais une fois que les personnes sont à chaud, c'est-à-dire qu'elles sont un petit peu excitées, elles ont répondu aux questions, elles veulent savoir quelles sont les bonnes réponses. Engagées. Elles sont engagées, en fait. Une fois engagées dans la tâche, ça va complètement s'inverser. C'est-à-dire que les gens vont préférer satisfaire leur curiosité et connaître les réponses au questionnaire. Et puis la barre de chocolat va avoir l'air beaucoup moins intéressante. Et donc ça va nous amener à prendre des décisions qui ne sont pas optimales pour notre bonheur. C'est ça. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.
Lorsqu'il s'agit de prévoir les ingrédients de notre bonheur futur, on s'y prend donc assez mal. Mais l'un de nos plus gros obstacles en la matière, c'est les clichés. En effet, on a plein d'idées reçues sur ce qui va nous rendre heureux. Par exemple, des études ont démontré qu'on surestime l'impact positif ou négatif que va avoir sur nous une promotion au travail, une nouvelle voiture de luxe ou encore une rupture amoureuse. Ce que la sagesse populaire dit souvent aussi, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Qu'en est-il vraiment? C'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, Karl Rebeder vit une bonne partie de son temps dans une petite cabane très modeste de 19 mètres carrés au milieu du Tyrol. Pourtant, il y a quelques années encore, il possédait une somptueuse maison en Autriche, une autre demeure de charme en Provence, 6 planeurs, une passion chez lui, et plusieurs comptes en banque bien garnis. Mais voilà, tout cela n'avait pas vraiment d'incidence sur son bonheur. Ma première belle voiture, la première maison que j'ai construite, c'était toujours plus beau en rêve qu'en réalité. Je ne me suis jamais demandé pourquoi c'était ainsi. Alors je me suis dit, si ce n'est pas ça qui me rend heureux, ça va certainement être l'étape suivante qui sera encore plus belle. D'une part, j'ai remarqué que les sentiments agréables auxquels je m'attendais ne se sont pas manifestés. Ce sourire, cette paix intérieure, cette satisfaction. D'autre part, des sentiments négatifs sont apparus aussi. Pourtant, la vie a souri à Karl. Cet ancien patron possédait une petite entreprise d'objets de décoration qui a connu un succès fulgurant. Il est devenu millionnaire en quelques années. À l'époque, il pensait que le luxe pouvait lui amener le bonheur, comme celui de vivre des vacances de rêve au soleil. Lorsque nous sommes arrivés dans cet hôtel luxueux, on pensait que ça allait être les vacances de notre vie. Parce que tout le monde véhicule cette idée. On voit dans les pubs et à la télévision que les gens heureux passent ce genre de vacances. On a toujours rêvé de ça en se disant « ça doit être fantastique ». Dans le monde des beaux et des riches, dans les hôtels 5 étoiles, on peut se permettre de faire tout ce qui coûte cher, comme des vols en hélicoptère, des sorties en yacht et des dîners exceptionnels. Mais la réalité était tout autre. Nous avons remarqué que les employés de l'hôtel affichaient un sourire artificiel et ne s'intéressaient en fait qu'à une chose, leur pourboire. Pour eux, nous n'étions rien d'autre que des porte-monnaies ambulants. L'argent n'apportait donc pas le plaisir escompté. Cela peut paraître incompréhensible à certains, pourtant le malaise exprimé par Karl est bien réel. Les économistes se sont penchés sur la question. Leur constat est clair, s'il est certain que le manque d'argent peut nous rendre très malheureux, il semblerait aussi qu'à partir d'un certain seuil, la richesse n'augmente pas forcément notre bonheur. Si on gagne moins de 60 000 francs par an, on est malheureux si on a peu d'argent. Parce que des besoins vitaux ne sont pas assouvis, puis des besoins plus que vitaux, des besoins aussi culturels, des besoins sociaux ne peuvent pas être assouvis. On ne va pas aller voir ses amis, on ne va pas aller manger au restaurant parce qu'on n'a pas les moyens. Ça nous rend très malheureux. Par contre, tout ce qu'on gagne au-delà de 100 000 francs, on se rend compte dans les études qu'on a faites qu'on n'est pas plus heureux avec plus que 100 000 francs par an. Pourquoi? Parce que les dépenses dans lesquelles on s'engage ne sont pas des dépenses qui nous rendent vraiment heureux. On croit qu'en achetant tel bien de luxe, qu'on est dans tel hôtel de luxe, on va être très heureux. En réalité, l'impact de toutes ces dépenses sur notre bonheur, il est très très marginal. On a peut-être un peu plaisir au moment de la dépense, mais ce plaisir disparaît très vite. C'est aussi le cas, par exemple, des gens qui achètent des grosses voitures. Ils ont très plaisir au moment où ils ont acheté leur grosse voiture parce qu'elle est belle, elle est neuve, mais très rapidement, ce plaisir s'estompe, on s'habitue au niveau de plaisir qu'on a actuellement. Et finalement, on n'est pas plus heureux dans notre vie avec des belles voitures qu'avec une voiture qui est fonctionnelle. Je me suis demandé ce qui était vraiment important pour moi. J'ai donc fait la liste des choses qui comptent et j'ai remarqué que l'argent arrivait seulement en 11e ou 12e position. En fait, ce qui est important, c'est la sécurité. Et la sécurité, pour moi, n'a jamais résidé dans le porte-monnaie, mais plutôt en moi, dans mes propres capacités. Début 2000, Karl décide de vendre tous ses biens. Avec l'argent récolté, il crée une association qui vient en aide aux pays en voie de développement. Un système de microcrédit pour entrepreneurs locaux. Très vite,
Il se sent plus à l'aise et trouve ses marques dans cette nouvelle activité. Aujourd'hui, il se consacre entièrement à son association et ne s'octroie pour son travail qu'un modeste salaire. Mon bonheur aujourd'hui, ce n'est pas celui qu'on vit à la fête de la bière. Cette mentalité festive et démonstrative où on se tape sur les cuisses. Mais il vient plutôt de mon être profond. C'est un sourire intérieur, comme le dit l'expression bouddhiste, et ce sentiment de légèreté qu'on éprouve quand on ne possède rien. Ces deux éléments sont d'ailleurs liés. Karl a trouvé son propre bien-être en se tournant vers les autres. Un phénomène que les spécialistes du bonheur connaissent bien. En 2007, des chercheurs américains ont remis un billet de 20 $ à des volontaires. La moitié d'entre eux avaient pour instruction de dépenser la somme pour satisfaire leurs propres désirs. L'autre moitié devait acheter un cadeau destiné à quelqu'un d'autre. Chaque participant indiquait ensuite son niveau de bonheur. Les résultats ont confirmé que débourser pour autrui rend nettement plus heureux que de dépenser pour soi-même. L'argent ne fait donc pas le bonheur, sauf si on le donne aux autres. Une autre idée reçue, c'est que l'abondance du choix nous donne une sensation de liberté. Celle par exemple de choisir le look qui nous rend unique et original. Pourtant, plusieurs recherches ont établi que l'embarras du choix peut nous pourrir la vie. De quelle couleur les chaussures? Et la montre, ronde ou rectangulaire? Dans les vitrines, le choix est immense et donne rapidement le tournis. Nous passons nos journées à faire des choix. Même en vacances, acheter une bête carte postale peut devenir un véritable casse-tête. Le fait d'avoir tout le temps des choix, eh bien, nous occupe beaucoup et parfois nous torture si on a un défaut choix, c'est-à-dire si on nous donne la possibilité de choisir entre 3 ou 4 choses différentes qui finalement n'ont pas tant d'importance que ça, mais qui nous torturent de par le fait de choisir. C'est pour ça qu'il n'est pas seulement important d'apprendre à choisir et à bien décider, mais aussi d'apprendre à choisir où on investit notre force de décision. Quels choix on va s'investir pour faire et lesquels finalement ne sont pas si importants que ça. Les gens peuvent se torturer pour savoir oui, dans quel restaurant ils veulent aller manger, mais s'ils passent 1 heure à décider, ils passeront 1 heure de moins au restaurant à s'amuser. L'embarras du choix est angoissant. Des chercheurs américains l'ont prouvé en organisant une vente de confitures dans un supermarché. Dans un premier temps, ils ont proposé 6 variétés différentes, puis ils ont étendu le choix à 24 confitures. Face à une offre si abondante, seuls 3% des clients en ont acheté un pot. Mais lorsque leur choix était limité à 6 produits seulement, 30% d'entre eux ont cédé à leur envie de confiture et la plupart se sont dit très satisfaits de leur achat. Une autre expérience démontre combien le temps passé à faire des choix peut nuire à notre santé mentale. Nous l'avons reproduite avec des étudiants de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Première phase, les 12 jeunes spécimens reçoivent un appareil de photo avec la mission de prendre 27 clichés de leur vie quotidienne. C'est ça là. Ça c'est la première, et puis l'autre. Deuxième phase, Samuel Bendahan, spécialiste en sciences du comportement, leur demande de sélectionner les 2 photos qu'ils affectionnent tout particulièrement. Ces 2 images sont ensuite soigneusement encadrées, histoire de les rendre uniques aux yeux de leurs auteurs. Alors ça donne ça, la première, et puis ça. Troisième étape, les spécimens doivent choisir une des 2 photos. Ils sont ensuite partagés en 2 groupes. Au premier groupe, Samuel Bendahan spécifie que leur décision sera définitive et qu'ils ne pourront plus revenir sur leur choix. C'est un choix qui est définitif, ça veut dire que l'autre, eh bien, on va la garder, vous ne la verrez plus. Dernière consigne donnée à tous les spécimens, ils doivent accrocher la photo chez eux et la garder bien en vue pendant 1 semaine. Les sujets du deuxième groupe sélectionnent également une des 2 photos encadrées. Là, la deuxième que vous avez choisie. Mais eux ont la possibilité de revenir sur leur choix en faisant un éventuel échange de photos au cours de la semaine d'exposition à domicile. Je vais choisir celle-ci. Très bien, alors vous pouvez la prendre, la ramener chez vous. Nous, on va garder celle-ci de côté pour l'instant. Et après, vous pourrez toujours changer si jamais.
Je suis contente d'avoir choisi ces deux-là déjà. Et ensuite, je trouve que pour moi, elles sont belles. Personnellement, j'avais déjà une petite préférence pour celle-ci, à la base. Et en fait, maintenant, les voyant agrandies et encadrées, tout d'un coup, je préfère celle-là. Le choix est plus compliqué du coup. Oui, parce que j'hésite quand même. Quatrième et dernière étape. Après avoir admiré leur œuvre, nous demandons aux deux groupes d'évaluer le niveau de bonheur que leur a donné la photo choisie. Les réactions de plusieurs spécimens confirment les résultats de la recherche scientifique originelle, à savoir que ceux dont le choix était réversible ont ressenti nettement moins de plaisir que ceux qui ne pouvaient plus revenir sur leur décision. Alors, une fois qu'on a fait un choix définitif, eh bien, on apprend à s'y faire. C'est un peu ce qu'appelaient certains scientifiques le système immunitaire psychologique. Hein. On se guérit, si on veut, de toutes ces autres choses qui auraient pu nous arriver et qui pourraient nous dire « Mon Dieu, si j'avais vécu ça, ce serait génial » et qui nous frustreraient. Notre système s'adapte et nous rend heureux avec ce qu'on a. En fait, on devient heureux avec ce qu'on a. Merci. Mais de rien. Alors que les personnes qui ont eu le choix, c'est complètement différent. Ils ont pris cette photo, ils sont allés chez eux, ils ont posé cette photo, puis ils la regardaient. Et quand ils ont regardé cette photo, à chaque fois, ils se disaient « Ah, je peux toujours changer ». Donc au lieu de voir que la photo qui devait leur procurer du plaisir, ils ont aussi vu l'autre photo qu'ils n'ont pas. Et donc, en se disant « Est-ce que je pourrais changer? Est-ce que je devrais changer? Est-ce que je vais changer la prochaine fois ?» En fait, en regardant la photo, quand j'étais chez moi, je voyais l'autre photo en parallèle. En fait, et plus je voyais l'autre photo en parallèle, plus je me disais non, t'as fait le mauvais choix. Quand on sait qu'on a la possibilité de changer, je me suis dit mais peut-être que l'autre en fait elle serait mieux, ce serait bien de voir, peut-être que, enfin, je me suis posé la question, quoi. J'ai hésité. Eh bien, ces gens n'ont pas pu s'engager dans leur décision et l'apprivoiser. Ils n'ont pas pu se dire c'est ma décision, je vis avec et je l'améliore, je la construis. Donc finalement, ils n'ont pas eu cette possibilité de synthétiser du bonheur en se disant eh bien tiens, c'est quelque chose que j'ai, je fais avec et je le rends meilleur, je l'embellis. Et du coup, c'est quelque chose qui contribue à vous rendre heureux, cet embellissement, ce bonheur synthétique qu'on crée en améliorant ce qu'on vit actuellement. Merci. Au revoir. Dès le début, on m'aurait proposé qu'une photo. Je pense que j'aurais pas eu de regrets. Enfin, j'aurais pris cette photo et j'aurais pas hésité chez moi en regardant la photo me dire oh, peut-être que j'aurais dû prendre l'autre ou ouais, ça aurait été fixé dès le début. Ça aurait été plus simple pour vous? Plus simple, je pense, ouais. Faire un choix, c'est pas seulement décider puis c'est fini. Faire un choix, c'est renoncer à quelque chose et construire sur ce qu'on a choisi. Cette construction, ce développement n'est plus possible si on a toujours constamment la tête ailleurs pour regarder « Ah mon Dieu, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça ». Donc, si on résume, parmi les pièges qu'il faut éviter à tout prix si on veut atteindre la félicité, il y a d'un côté les clichés sur le bonheur qui ne nous rendent pas service, et de l'autre, le temps passé à faire des choix. Très bien, mais une fois ces dangers écartés, sommes-nous vraiment tous égaux face au bonheur ? Possédons-nous tous les mêmes cartes au départ pour être heureux? À cette question, la science répond très clairement. Il y a face au bonheur exactement les mêmes inégalités que face à tout le reste. On sait que chez les humains, il y a des gens plus grands, plus petits, des gens qui courent plus vite, des personnes qui ont une meilleure mémoire, qui ont un sommeil de meilleure qualité. Et c'est pareil pour les risques de maladie. Il y en a qui sont plus exposés que d'autres, aux risques de maladies cardiaques. Bon. C'est pareil pour le bonheur, c'est-à-dire que l'aptitude au bonheur, à ressentir facilement et durablement des émotions positives, est inégalement répartie. Lorenz Shorter n'est pas un scientifique, mais la question du bonheur le turlupine depuis longtemps, et plus spécifiquement l'une de ses facettes, l'optimisme. Ce quadragénaire anglais a toujours regardé les optimistes d'un œil intrigué et étonné. Le secret de l'optimiste, c'est le titre du livre qu'il leur a consacré en 2004. À cette époque, le moral de Lorenz n'était pas au beau fixe. Il faut dire qu'il fait partie de ces gens que les événements extérieurs touchent tout particulièrement. C'était une année catastrophique. Il y avait les attentats à la bombe à Londres. Le tsunami cet hiver-là. Et toujours la guerre en Irak.
La période qui a suivi le 11 septembre 2001 paraissait terriblement maussade. Et ce que j'ai constaté, c'est que tout ça avait un impact sur moi, en tant qu'individu. À l'époque, Lorenz avait 35 ans. Il était encore célibataire et vivait chez son père. Avec un diplôme universitaire en poche et après plusieurs jobs, il ne voyait pas bien quelle direction donner à sa carrière professionnelle. Il rêvait pourtant de ressembler à tous ces conquérants à qui tout réussissait. Je voyais des gens sauter du lit le matin, monter dans leur voiture pour aller au boulot, plein d'énergie, super actifs. Et ceux qui m'impressionnaient le plus venaient en général de Californie. Des gens qui pratiquaient des sports extrêmes, qui passaient d'un avion à l'autre, qui créaient des start-up et mangeaient de la nourriture bio. Et je me disais, ils ont l'air tellement cool, je veux être comme eux. Il décide alors d'aller à la rencontre de ceux qui ont la foi et qui restent positifs. Pour son projet de livre, Lorenz s'entretient avec de nombreuses personnalités, tels Mathieu Ricard, Desmond Tutu, Richard Branson ou encore Mick Jagger. À chaque fois, il essaye de comprendre comment ces gagnants s'y prennent pour être si confiants et positifs. De tout temps, le monde a été partagé en deux. Il y a ceux qui voient le verre à moitié vide et ceux à moitié plein. Ceux qui sont plombés par un incorrigible pessimisme et ceux qui voient la vie en rose. Deux façons diamétralement opposées d'envisager l'existence. Quoi qu'il arrive, je vois toujours le bon côté des choses, j'essaye toujours d'aller de l'avant. Ça a toujours été comme ça. Même étant petite, ça a toujours été comme ça. C'est tellement plus facile de voir la vie avec des bons côtés que de voir toujours broyer du noir, on n'avance pas. On l'aura compris, Corinne est une vraie optimiste. Nous l'avons sélectionnée parmi plusieurs personnes à qui nous avons fait passer un test de personnalité. Elle, c'est Christelle. Elle a une autre perception du monde. Je sens que je prends pas toujours les choses comme il faudrait les prendre pour que ça aille bien. Quand ça va dans mon sens, je me sens bien. Les imprévus, j'aime pas. Ouais, les imprévus me déstabilisent un peu. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Très franchement, quand même un petit peu pessimiste. Plutôt pessimiste. Mais toujours avec de l'espoir. Christelle a obtenu un score plutôt bas sur l'échelle de l'optimisme. À l'opposé de Corinne, elle porte un regard préoccupé sur les choses et les gens qui l'entourent. Dans la rue, il y a plein de stimuli. Donc notre attention explore un peu tous les stimuli et sur quoi on se focalise, en fait, c'est ce qu'on va remarquer plus. Les personnes optimistes ont tendance non seulement à éviter l'information négative, mais aussi à se focaliser plus sur l'information positive. On aura des perceptions dans une même scène, beaucoup plus positives si on est optimiste et beaucoup plus négatives si on est pessimiste. Pour mesurer scientifiquement ces perceptions, Eva Poul fait passer une série de tests sur ordinateur à nos deux spécimens. L'objectif est de comprendre avec quelles lunettes les sujets examinent les images qui leur sont proposées. En psychologie, on appelle ces lunettes des biais d'attention. Sur l'écran s'affiche toujours et en même temps une image positive et une négative. Et le système mesure très précisément le déplacement du regard vers l'une ou l'autre photo. Les pessimistes sont attirés par l'image négative et les optimistes par la photo plus joyeuse. Cette attraction se produit automatiquement, sans que la personne en soit consciente. Lorsque les gens observent le monde qui les entoure, il y a dans leur cerveau une manière un tout petit peu différente d'interpréter une même information. Dans leur laboratoire des sexes en Angleterre, Hélène Fox et son équipe découvrent quelque chose de très surprenant. Il existe un lien entre notre perception de l'environnement, optimiste ou pessimiste, et un gène renfermé dans notre ADN, le 5-HTT.
Nous sommes tous porteurs du gène 5-HTT. Ce gène agit dans notre cerveau et détermine le niveau de sérotonine. La sérotonine est impliquée dans nos variations d'humeur. Elle joue par exemple un rôle important dans la dépression ou dans la sensation de bonheur. Il existe deux versions de ce gène, une version longue et une courte. Et puisque ce gène est transmis par nos deux parents, 3 combinaisons sont possibles. On peut être porteur de 2 versions longues, LL, 2 versions courtes, CC, ou encore une de chaque. On pense que les porteurs du gène court ont une plus grande tendance à se focaliser sur des informations négatives que les sujets détenteurs de la version longue. Et même si la différence est minime, avec le temps, elle peut avoir un effet. Si depuis tout petit, on est attiré par le négatif, au bout de plusieurs semaines, de mois, d'années, cette attraction aura un réel impact sur la façon dont le cerveau fonctionnera. Et à l'âge adulte, le cerveau réagira donc de manière très différente si ce biais se répète sur une très longue période. Les scientifiques ont longtemps pensé que les porteurs du gène court étaient plus fragiles et donc plus sujets au malheur. Une étude anglaise a démontré que face à un même nombre d'adversités comme une rupture amoureuse ou un deuil, les porteurs du gène court souffrent davantage que ceux ayant la version longue. 33% des CC tombent dans la dépression, contre 17 seulement chez les LL. Les porteurs du gène court seraient donc plus sensibles aux aléas de la vie. Mais les études récentes ont démontré, et c'est là la nouveauté, qu'ils sont également plus réceptifs à un environnement positif. Si on est porteur du gène court, on est plus sensible à l'environnement que si on est porteur d'une version longue. Et c'est là que l'environnement joue un rôle capital. Si on vit dans un cadre positif et bienveillant et qu'on est porteur de la version courte du gène, on a pas mal de chances d'être plus heureux et plus optimiste que ceux qui ont la version longue. Mais d'un autre côté, si on grandit avec un entourage hostile, par exemple des parents abusifs, et qu'on est porteur du gène court, on a beaucoup plus de risques de développer un caractère pessimiste et de souffrir d'anxiété ou de dépression. Le bonheur, c'est donc aussi une question de gènes.
quelqu'un pour être heureux. Et maintenant, je ne crois plus à tout ça. Je continue à agir ainsi parce que je suis un idiot, parce que je suis humain, mais je n'y crois plus. Ma vie a vraiment changé. Pour se donner les meilleures chances d'être bien dans sa peau, Lorenz essaye toutes sortes de techniques. Et même s'il se sent parfois novice, il ne baisse pas les bras. La peinture, la médecine naturelle, mais également les arts traditionnels orientaux, tout vaut la peine d'être testé. Si je me sens triste ou fâché, ça peut sortir. Ça ne va pas rester bloqué en moi. Et c'est pour ça que je me secoue. Ça permet de nettoyer tout l'encombrement que j'ai dans la tête. Et lorsque Lorenz a un moment de découragement, il se remémore le jour où il a décidé de passer à la vitesse supérieure dans sa quête du bonheur. J'étais dans un bus qui m'amenait chez un ami. C'était en février, il faisait froid et il pleuvait. J'étais fatigué. J'étais assis dans ce bus, plutôt de mauvaise humeur. J'étais en train de me plaindre intérieurement. Je vais essayer de vous restituer ce que je pensais. Oh mon Dieu. Oh, quelle merde. Et puis tout à coup, j'ai pris conscience de ce que je racontais. Et c'était comme si je l'entendais pour la première fois. Mais qu'est-ce que je suis en train de radoter? À partir de ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il existe ce dialogue mental, ce dialogue constant dans ma tête, et qui a une voix bien précise, la voix d'un petit bonhomme qui vit en moi. Alors dès cet instant, je me suis dit, toi, je t'ai repéré, et je ne vais plus te laisser faire. Peu à peu, j'ai arrêté de penser de cette façon. Je continue à me parler à moi-même, bien sûr, mais je ne gémis plus comme ça. Incroyable. Ma vie est bien mieux maintenant, car je ne gémis plus. Si Lorenz explore de nouvelles pistes pour trouver son bonheur, la psychologie positive, elle, mise sur les atouts de la personnalité de chacun. Aujourd'hui, on sait que pour réussir au mieux la recette du bonheur, il faut non seulement éviter les ingrédients qui donnent mauvais goût à la vie, mais aussi rehausser les saveurs en développant ses ressources personnelles. La construction du bonheur, d'abord, il faut accepter cette idée. Pour beaucoup de personnes, si on cherche trop le bonheur, on va au contraire l'éloigner de nous. Ou pour beaucoup de personnes, ça n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Le bonheur peut nous être donné par la chance, par la rencontre d'événements favorables. Et en fait, non, vraiment, là, aujourd'hui, on est convaincu qu'il y a des manières de vivre, des manières de penser, des manières de ressentir qui vont accroître doucement notre bonheur. Un ingrédient primordial aux yeux des spécialistes, c'est le lien social. Il est difficile d'être heureux sans amis. Une étude a démontré que les gens qui se disent extrêmement satisfaits de leur vie ont 2 fois plus d'amis que ceux qui se déclarent extrêmement insatisfaits. Un chercheur anglais a même calculé qu'il faudrait gagner 7 800 francs de plus par mois pour compenser le manque de bonheur lorsqu'on est dépourvu de relations amicales. Mais à l'argent et aux biens matériels, on s'habitue. Alors que l'amitié, on ne s'en lasse jamais. Autre recette de la psychologie positive, souriez à la vie et la vie vous sourira. Vous avez même le droit d'aller au Saviez-vous que même forcer un sourire peut modifier l'humeur? Nous avons reproduit une expérience scientifique avec une centaine d'étudiants de l'université de Fribourg. Nous leur faisons croire qu'ils participent à une étude sur le handicap physique, nécessitant d'exécuter plusieurs tâches sans les mains et avec un stylo dans la bouche. Vous devez prendre ce stylo, le mettre en bout de bouche, sans toucher les dents. C'est très important, ne pas toucher les dents, parce que ça modifie un petit peu l'exercice. Ça donne ça. Avant, si vous l'ouvrez, c'est encore mieux.
en bout de bouche. Et avec ça, vous essayez d'exécuter les petits exercices qui sont sur ces feuilles. Les spécimens sont répartis en 2 groupes. Les uns doivent tenir leur stylo entre les lèvres de manière à activer, sans s'en rendre compte, les muscles qu'on utilise pour faire la moue. Coordination psychomotrice. Les autres devront tenir le stylo entre les dents. Cette posture va solliciter les mêmes muscles que le sourire, toujours de façon inconsciente. Ça donne ça. Après cet exercice d'écriture et d'agilité, les 2 groupes de spécimens doivent évaluer le niveau de drôlerie de 3 dessins humoristiques. L'hypothèse est de voir si est-ce que les gens qui tiennent le stylo entre les dents, est-ce qu'ils vont trouver plus drôle certains dessins humoristiques. Si l'activité musculaire a effectivement des effets sur la pensée, ils devraient trouver ces dessins plus drôles que les autres. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, l'effet du feedback facial, comme l'appellent les spécialistes, ça marche. Dans notre expérience, les spécimens qui étaient forcés de faire la moue ont trouvé les dessins amusants, mais sans plus. Alors que ceux qui ont inconsciemment imité un sourire ont trouvé les gags nettement plus marrants. C'est des blagues de temps en temps je lis dans le journal et qui me font pas forcément rire. Et là, en l'occurrence, justement, à la 2e, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ris comme ça à cette blague? Je trouve ça quand même incroyable, ouais, parce qu'on a dans notre tête, à nous, on s'imagine absolument pas que c'est ça, cette chose inconsciente au bout du compte, parce la plupart des gens n'ont pas remarqué, typiquement, avec le stylo. Donc c'est vrai que c'est fou, justement, de voir à quel point ça peut nous influencer. Dans la vie quotidienne, c'est tout à fait évident que nos pensées vont influencer notre corps. Donc si on est d'humeur par exemple joyeuse, on aura des postures corporelles plus ouvertes, plus détendues, des sourires par exemple. Donc dans ce sens-là, c'est pas un mystère pour nous-mêmes. Par contre, ce qui est beaucoup plus étonnant et que montre cette expérience, c'est la relation inverse, qu'un sourire, même forcé, va influencer nos émotions et les rendre plus positives. À l'instar du lien social et du sourire, le sport fait partie, lui aussi, des ingrédients qui permettent d'être mieux avec soi-même et avec les autres. Lorsqu'on va bien, mais qu'on veut juste développer ses capacités aux émotions positives, on a montré aussi, pas mal d'études montrent que le fait de marcher régulièrement, 3/4 d'heure, 1 heure par jour, le fait de 1 ou 2 fois par semaine de faire un exercice physique un peu plus soutenu, avait peu à peu des effets bénéfiques sur ce qu'on appelle la balance émotionnelle, augmenter légèrement les émotions positives, diminuer légèrement les émotions négatives. Depuis quelques années, certains psychologues proposent également des techniques de méditation à leurs patients pour rééquilibrer leur balance émotionnelle. On appelle ça la méditation en pleine conscience. La vogue actuelle de la méditation correspond à une carence. Notre cerveau a besoin de périodes de calme, de lenteur et de continuité. Il est depuis des milliers et des dizaines et des centaines de milliers d'années, il fonctionne comme ça, avec parfois des moments de stress, mais beaucoup de moments aussi de calme, de lenteur et de continuité, dont nos environnements nous privent. Il y a toujours du bruit, il y a toujours des interruptions, des téléphones, des mails, des SMS, des publicités, on regarde la télé où les plans sont de plus en plus hachés, multiples à la minute, il faut changer de plan pour que le téléspectateur ne zappe pas. Notre cerveau en prend, si j'ose dire, plein la tête, et donc ce qu'on va chercher dans la méditation, c'est ce que notre corps va chercher dans l'exercice physique, c'est quelque chose qu'on n'a plus dans nos environnements quotidiens. La méditation, les moines bouddhistes la connaissent bien. Des milliers d'heures, 45 000 en moyenne dans la vie d'un moine. Une pratique si intense qu'elle modifie leurs circuits cérébraux. Le neuroscientifique américain Richard Davidson ausculte depuis plusieurs années ces cerveaux exceptionnels. Mathieu Ricard, le célèbre généticien français converti au bouddhisme, s'est lui-même prêté au jeu.
D'après Davidson, ces moines sont plus heureux que la moyenne. Lorsqu'ils répondent à des questionnaires, les moines déclarent un niveau élevé de bien-être et de satisfaction dans la vie. Et à l'opposé, un niveau très bas d'anxiété ou d'émotions négatives. Ce sont également des gens qui récupèrent plus rapidement après un événement stressant. Autre constat de Davidson, l'IRM montre chez ces moines une activité cérébrale très spécifique. Leur méditation active notamment un circuit neuronal qui est associé à la baisse de l'angoisse et un autre qui est lié à la prolongation du plaisir. Deux ingrédients clés de la béatitude. Davidson a aussi exploré les méninges des gens ordinaires qui présentent un comportement joyeux et confiant dans leur vie. Il a découvert que ces personnes très heureuses utilisent différemment la partie frontale de leur cerveau. C'est le type de personne qui est pleine d'entrain, très enthousiaste et très énergique. C'est le genre d'individu qui saute du lit le matin et qui est tout de suite prêt à affronter la journée. C'est ce qu'on appelle le bonheur enthousiaste. Il se manifeste chez les personnes qui ont une activité plus intense dans le cerveau gauche. À l'opposé, les gens dont le cerveau droit est plus actif sont des individus hypervigilants, qui sont toujours à l'affût d'une éventuelle menace autour d'eux. Ils interprètent leur environnement comme étant quelque chose de dangereux. Find a space in which you can rest without interruption. Suite à ces découvertes, Davidson tente une expérience. Il espère changer l'activité cérébrale d'une quarantaine de personnes et les rendre ainsi plus heureuses. Il recourt pour cela à la méditation, la méthode qui a fait ses preuves scientifiques chez les moines bouddhistes. Les participants à cette expérience vont méditer en pleine conscience 30 minutes par jour pendant 8 semaines. Above all, make yourself comfortable. J'étais moi-même surpris de découvrir des modifications dans le cerveau après 8 semaines seulement de méditation. Nous nous attendions à voir des différences chez des personnes qui avaient fait des milliers d'heures de méditation, mais de voir des changements chez des personnes qui méditaient seulement depuis 8 semaines, c'était quelque chose de vraiment étonnant. Davidson a en effet constaté que l'activité cérébrale des participants s'est intensifiée dans la partie gauche du cerveau. De plus, ces personnes se sont déclarées mieux dans leur peau. Et troisième constat, leur système immunitaire s'est renforcé. Le changement est quelque chose de beaucoup plus accessible qu'on croit. Une fois qu'on en fait l'expérience, on réalise que même une pratique modeste de la méditation fait vraiment la différence. En me basant sur les résultats de ces recherches, je considère aujourd'hui le bonheur comme une compétence. Ça s'acquiert de la même façon qu'on apprend à jouer du violon. On n'a pas l'habitude de penser au bonheur de cette manière. Puisque nous avons tous la capacité d'apprendre le violon, il suffit de s'exercer, nous sommes tous capables de devenir des gens plus heureux. À en croire la psychologie positive, nous possédons plusieurs cordes à notre arc pour y arriver. Ça paraît facile. Si on sourit, si on fait un peu de sport et qu'on médite,
bingo, on est certain d'être heureux. Il suffit de mettre les bons ingrédients pour réussir son plat. Mais est-ce vraiment si simple ? Ce qui est compliqué à comprendre pour certaines personnes dans la psychologie positive, c'est que c'est vraiment comme un régime alimentaire. C'est-à-dire, si vous décidez de manger davantage de fruits et de légumes, après votre première journée de fruits et de légumes, vous ne vous sentirez pas forcément en pleine forme, ni après la première semaine, mais peu à peu, sur des années, ça va changer des choses. Et la psychologie du bonheur fonctionne de la même façon. Ce sont des tout petits exercices de rien du tout. Après avoir fait chacun d'eux, on peut se sentir un peu mieux, mais pas de façon délirante, pas forcément de manière spectaculaire, mais peu à peu, ça modifie le fonctionnement de notre cerveau, ça modifie notre vision du monde, et au fond, ce sont des changements assez subtils qu'on essaie de pratiquer régulièrement au quotidien, qui peu à peu vont provoquer des modifications assez importantes. Pour atteindre le nirvana, les spécialistes nous donnent encore un conseil. Certes, il est bon de vivre des moments d'euphorie, des pics de bonheur, mais n'oublions pas aussi, car là réside l'essentiel du bonheur, de prendre le temps de savourer les petits plaisirs de la vie quotidienne, ceux qui se présentent à nous et qu'il est si facile de laisser s'échapper. J'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir franchi le pas bien plus tôt. Je le sentais depuis l'âge de 25 ans et il m'a fallu 20 ans de plus pour y arriver. Et le temps qui passe, on ne peut malheureusement pas le récupérer. De l'argent, on peut toujours en gagner, mais le temps écoulé est révolu à jamais. Actuellement, je fais les choses que j'ai envie de faire. Je donne une priorité aux choses que j'ai envie de faire. Et je me donne le temps de les faire aussi. J'ai une famille, donc je m'occupe de ma famille. Je fais de la musique, beaucoup de musique, c'est mon principal hobby. J'ai vraiment beaucoup de plaisir aujourd'hui à faire mon travail et surtout, je m'épanouis continuellement. Et puis, il paraît que le bonheur est contagieux. Les spécialistes l'affirment, une personne heureuse contamine son entourage, et ceci jusqu'à 3 cercles de connaissances. Alors, si vous n'avez pas encore atteint le 7e ciel, un conseil, sachez vous entourer. Allez, vous reprendrez bien une petite dose de bonheur ? Voilà, Spécimen, c'est terminé pour ce soir. J'espère que vous êtes un peu plus heureux qu'il y a 1 heure. Et si ce n'est pas le cas, alors allez faire un peu de sport ou de la méditation, ça marche aussi. Plaisanterie mise à part, si vous voulez revoir cette émission, rendez-vous sur notre site internet, un site sur lequel vous pouvez également podcaster l'ensemble de nos émissions. Je me joins à toute l'équipe de Spécimen pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.